Bon, bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir et c'est très enrichissant quand on est médecin à l'hôpital. On a l'impression qu'on est coupé du monde de pouvoir échanger avec des collègues de ville et les familles parce que c'est de vos expériences. Et j'ai beaucoup appris de la trisomie 21 sur la prise en charge des autres patients atteints de maladies beaucoup plus rares. Alors, on a commencé à mettre en place des consultations de trisomie 21. Au départ, c'était quand je travaillais à Bordeaux, donc c'était après mon internat. Et quand on était à peu près dans les années en 2005 à peu près. Et c'était à la demande des familles de pouvoir mettre en place des consultations dédiées à la prise en charge des patients trisomiques 21. Et là, j'ai réalisé, mais qu'est-ce que je connais sur la trisomie 21? Mais en fait, pas grand-chose, parce que pendant mes 10 années de travail d'études en génétique, je n'avais jamais croisé un patient avec trisomie 21 dans nos consultations. Alors, je me suis dit, mais pourquoi? Sûrement parce que c'est une pathologie qui est connue, les patients sont bien pris en charge, les pédiatres connaissent très bien la trisomie 21, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une consultation? J'ai essayé de me tourner vers les expériences de mes collègues et regarder un petit peu dans les autres services de génétique ce qui était fait. Et bien, à part quelques généticiens fous, parce qu'on est un peu fou pour faire de la génétique, en tout cas à une époque où ça intéressait beaucoup moins de personnes, de prendre en charge des patients porteurs de handicap et de malformations rares, à part la ville de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand, qui avaient ouvert des consultations spécifiques, l'Institut Le Jeune à Paris, où il y avait aussi des consultations de prise en charge dans les autres villes, dans les autres hôpitaux, dans les autres services de génétique. Il n'y avait pas du tout de services proposés aux patients et à leurs familles. Et finalement, quand on a commencé ces consultations, eh bien, on a commencé un petit peu avec les moyens du bord, en essayant de mobiliser les ressources que nous avions sur place et pouvoir intervenir tout au long de la vie. Parce que finalement, c'est quoi une consultation de génétique? Les patients, en dehors de la trisomie 21, se posent toujours la question pourquoi venir en génétique, puisque les maladies ne se soignent pas, par exemple. Il y a toujours un regard sur le diagnostic à porter. Dans la trisomie 21, le diagnostic il est souvent posé à la naissance, soit parce que les choses ont été suspectées en anténatal, ou parce qu'il y a des signes cliniques, une hypotonie, un retard de croissance. Et quand je parle de trisomie 21 aux étudiants en médecine, je montre toujours la photo de petits bébés qui sont mignons comme tout et qui n'ont pas les caractéristiques physiques. Et ça, il faut vraiment insister dessus. C'est pas marqué sur le visage. Vous n'allez pas en consultation de génétique parce que vous avez une drôle de tête, entre guillemets. J'espère choquer personne en disant ça. Mais c'est toujours très, très douloureux pour les parents de voir au moment de l'annonce, à la maternité, tout le monde qui tourne en rond, qui regarde leur enfant d'un œil un peu bizarre. Et ce moment de l'annonce, c'est un moment qui va impacter l'enfant et toute sa famille pour toute la vie. Et quand je dois discuter avec des familles en anténatal, lorsqu'un diagnostic a été posé en anténatal et que les personnes souhaitent avoir des informations plus précises sur la prise en charge d'un enfant avec trisomie 21, je leur dis souvent, mais c'est pas une pathologie médicale, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont bien pris en charge. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué pour les adultes, parce qu'on a plus de difficultés encore de pouvoir mettre en commun les savoirs et de faire interagir les différentes consultations multidisciplinaires chez les adultes. Mais c'est également une pathologie qui est sociale, surtout. C'est le regard des autres. Et le regard des autres est très difficile à assumer pour les familles. Donc, s'il y a des pédiatres qui s'occupent de maladies génétiques depuis de nombreuses années, la spécialité de génétique médicale qui a pour vocation de prendre en charge les maladies à composantes génétiques et surtout dans leur dimension familiale, c'est une spécialité qui a été créée officiellement dans les années 1995 sous l'impulsion de Jean-François Mattei, qui a permis à cette spécialité de se développer et de pouvoir unir les différentes composantes de la génétique, les aspects de recherche, de diagnostic en cytogénétique et en biologie moléculaire, mais surtout des médecins spécialisés dans la prise en charge, le diagnostic. Et le but du médecin généticien, du conseiller en génétique, il va être très important au moment du diagnostic. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à la maternité lorsqu'un enfant va être dépisté avec une trisomie 21, c'est qu'au moment de la réalisation du karyotype, qu'on puisse, bien sûr, pas faire ça sous le manteau vite fait et puis attendre de revoir les parents 3 mois après pour les résultats. Mais c'est vraiment au moment où on va suspecter un diagnostic génétique, qu'on va vraiment aller voir les parents, leur expliquer pourquoi on fait ce prélèvement, qu'est-ce qu'on suspecte, quel est le diagnostic. Et si on est vraiment très sûr du diagnostic, parce qu'on n'a pas vraiment besoin du karyotype pour faire
le diagnostic d'une maladie génétique la plupart du temps. On a souvent des arguments cliniques pour pouvoir l'évoquer, mais c'est vraiment expliquer aux parents. Et si le test génétique, c'est une banalité déconcertante, c'est une prise de sang. On pourrait même vous prendre un bout de cheveux et puis aller vous faire vos analyses sans que vous le sachiez. C'est vraiment important de prendre ce temps d'information pour que les parents puissent comprendre pourquoi on fait cette recherche, quels vont être les résultats et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour eux, les accompagner, et quel va être l'impact familial pour les frères et sœurs, la famille et pour les autres grossesses. Et c'est vraiment là le conseil génétique. C'est pas faire un test et envoyer ça dans un laboratoire ultra sophistiqué et avoir un résultat très rapide, parce que après c'est toute une vie qu'il faut accompagner. Et le test génétique, la consultation génétique, c'est tout ce processus d'accompagnement des familles du moment du diagnostic, mais mettre en place aussi le suivi, le traitement qui n'est pas forcément par des médicaments, parce que les gens nous disent mais les maladies génétiques ne se guérissent pas. Oui, en soi, on ne peut pas les remplacer, les chromosomes, mais il y a tout un tas de pistes et de maladies aujourd'hui que l'on peut prendre en charge avec des médicaments. Par exemple, je pense au syndrome de Marfan que l'on traite avec des bêta-bloquants qui est un médicament vieux comme l'aspirine. Donc il y a plein de pistes dans la rééducation et dans la stimulation et donc le but également de pouvoir faire le lien entre les différentes spécialités pour que les médecins puissent travailler ensemble. C'est que dans la trisomie, comme dans beaucoup de maladies génétiques, on a de multiples listes de pathologies qui peuvent survenir. Et donc le message à faire passer, c'est que c'est des personnes qui vont être plus sensibles, plus vulnérables à développer certaines pathologies, mais qui existent déjà dans la population générale. Donc on va pouvoir dépister et prendre en charge, comme pour n'importe quel enfant ou comme n'importe quel adulte. Le but d'avoir une liste, c'est pour pouvoir être un petit peu systématique et de se dire, bon voilà, il faut que je pense à tout ça et que je sache y penser. Et surtout que toutes ces pathologies, évidemment, on peut les traiter à condition de les dépister. La plupart ne sont pas graves. Les pathologies qui sont potentiellement graves, c'est essentiellement les pathologies cardiaques. Et les cardiologues nous disent très bien que la cardiopathie qui est plus fréquente dans la trisomie 21, ce sont des cardiopathies qui sont d'excellents pronostics après la chirurgie. Mais là encore, faut-il qu'on puisse opérer les enfants, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années. Parce que vous étiez porteur d'un handicap, d'une maladie génétique, eh bien, on ne vous prenait pas en charge. Donc, et ce défaut de prise en charge, donc là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à à Bénédicte de Fréminville, du service de génétique de Saint-Étienne, qui a été une des pionnières dans la mise en place de ces consultations dédiées à la trisomie 21, de montrer vraiment que cette absence de prise en charge et de voir que, alors plus les patients en institution que ceux qui sont dans les familles ne vont pas forcément bénéficier d'un suivi régulier, mais comme on voit que les jeunes femmes ne vont que très rarement voir le gynécologue, et donc on se dit qu'il y a toute une prise en charge. La prévention, on parle de vieillissement, c'est bien beau de fantasmer sur la maladie d'Alzheimer qui va concerner un tout petit nombre de patients. Si on ne prévient pas les complications liées à la ménopause, et qui sont évidemment les jeunes femmes, les femmes à l'âge de la ménopause, sont exposées aux mêmes risques, aux mêmes complications cardiovasculaires, ostéoporose, que leur maman, leur tante ou leur cousine. Donc pourquoi elles ne bénéficieraient pas d'un suivi, d'une prise en charge? C'est pareil pour le cancer du sein, à partir de 50 ans. Pourquoi il n'y a pas de dépistage? Pourquoi on n'est pas suivi? Et donc, c'est parce qu'on a toujours l'idée, la gynécologie, c'est les relations sexuelles, c'est la grossesse. Et c'est un sujet qui est souvent tabou chez les personnes en situation de handicap. Et c'est fort dommage que, là aussi, et que ce manque de suivi, finalement, va exposer les personnes à des complications physiques et psychiques qui auraient pu être largement évitées. Et donc bien sûr qu'un suivi adapté, ça demande vraiment d'être régulier, rigoureux et organisé. Pourquoi organisé? Parce que c'est des consultations qui prennent du temps. Il va falloir rester longtemps, essayer de déchiffrer ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, discuter avec les parents, mais laisser la place aussi à l'enfant et à l'adulte d'expliquer sa douleur, ses souffrances, ce qu'il ressent. Régulier, oui, parce qu'il faut pouvoir mettre en place de façon régulière tout le suivi. Et je sais que c'est lourd, c'est compliqué.
Et ce n'est pas par manque d'intérêt des familles, mais c'est difficile parce que vous avez toute une liste de spécialistes à aller voir. Et évidemment, vous avez les consultations médicales. Alors l'ophtalmo, on va vous proposer un rendez-vous dans 6 mois. L'ORL, ça va être dans 6 mois. Et donc c'est très compliqué de pouvoir organiser tout ça. Finalement, vous vous retrouvez avec des plannings. Et puis il faut rajouter l'orthophoniste, la psychomotricité, les transports scolaires. Et puis il y a aussi d'autres enfants à gérer dans la famille. Et puis finalement, on va commencer à aller voir l'ORL, le pédiatre, tous les mois. Puis on va espacer. Et puis finalement, les choses s'espacent et puis ne se font plus. Et puis c'est toujours en situation d'urgence qu'on nous appelle pour voir les patients parce que les familles sont désespérées. On doit avoir un spécialiste, 2 spécialistes, 3 spécialistes. On me répond, voilà, il y a des troubles du comportement, c'est à cause de la trisomie 21. On met tout sur le corps de la trisomie 21 sans aller chercher d'autres pathologies médicales sous-jacentes. Et on a des expériences tous de personnes qui étaient avec maladie d'Alzheimer ou dépressives. Et on s'est rendu compte simplement que c'était un problème de surdité lié à des bouchons de cérumen qui n'avaient pas été dépistés parce que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu l'ORL, ou des problèmes de comportement alors que ce sont des douleurs dentaires ou tout un tas de pathologies fréquentes qui sont liées au vieillissement ou au manque naturel, ou un manque de prise en charge. Alors bien sûr, il faut prendre du temps avec ces patients et bien connaître les particularités, les spécificités de la trisomie 21, les pathologies les plus fréquentes. Toujours penser à la thyroïde, et là je ne vais pas détailler parce que Madame Gézuran va nous en parler tout à l'heure. L'expression de la douleur, et là aussi, il faut faire tomber les idées reçues parce qu'on entend des bêtises toute la journée. Les patients portant trisomie 21, ils vont vieillir plus précocement, mais pas... Oui, un vieillissement peut-être plus prématuré de certains tissus, mais... pas forcément, parce qu'avec une prise en charge régulière, on voit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est à peu près équivalente à celle de n'importe quel citoyen. Et la douleur, c'est pas que les patients sentent moins la douleur, ils ont les mêmes souffrances, ils souffrent autant que vous, quand ils ont mal à la tête. Mais la grosse difficulté, c'est de pouvoir s'exprimer, se positionner son corps et pouvoir en parler. Et là, évidemment, il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser, comme des plaquettes qu'on peut utiliser chez les enfants et les adapter pour que chaque personne puisse s'exprimer, quelles sont les difficultés d'expression ou de communication. On va pouvoir dire qu'on a mal et qu'on n'est pas bien, sur le plan physique ou sur le plan psychique. Mais il suffit de prendre le temps d'écouter les personnes. Donc, tout l'intérêt de mettre en place ces filières de soins, c'est que bien entendu, on ne va pas suivre les patients au CHU dans des consultations ultra spécialisées. Le but, c'est de mettre au centre le médecin traitant et de pouvoir identifier sur le plan local des réseaux, c'est-à-dire quel spécialiste va s'occuper en ville de telle pathologie, de manière à ce que le patient qui soit au fin fond de l'Ariège puisse être aussi bien pris en charge que le patient qui habite en région parisienne au centre-ville de Toulouse. Et le principal travail, c'est que ces filières de soins, elles existaient déjà de façon informelle, mais c'est de pouvoir être beaucoup plus lisibles, et ça, de la part des autres professionnels de santé et de la part des familles, pour améliorer l'accès aux soins courants. Évidemment, des outils comme des petits carnets qui ont été édités pour pouvoir formaliser la prise en charge. Le tout, c'est pas de faire une liste comme un dictionnaire médical qui va effrayer tout le monde, mais c'est pouvoir apporter aux médecins de terrain une meilleure connaissance de la trisomie 21. Ça passe bien sûr par un meilleur enseignement à la faculté, mais bon, avant de former de futurs médecins, il faut 20 ans, donc il faut pouvoir former ceux qui sont sur le terrain par une formation continue. Et puis, alors, dès le départ, ce projet de prise en charge, ce projet, c'est pas quelque chose de fictif, c'est pas un cahier des charges, voilà, dont on va remettre les clés aux parents. C'est vraiment, ça marche et ça fonctionne, que c'est tout le monde est partenaire. Et ça, c'est tout un travail sur le long terme. Et alors, ça va être peut-être plus compliqué chez les patients adultes, parce qu'on va arriver avec la demande de familles, mais des familles qui se débrouillent toutes seules depuis des années. Ça fait 40 ans qu'il y a des parents qui se débrouillent tout seuls. On leur a donné un diagnostic à la maternité, puis après, débrouillez-vous. Et ça fait 40 ans qu'ils se dépatouillent à tout mettre en place. Et c'est sûr que quand les familles viennent nous voir en consultation, on ne va pas nous arriver en disant « mais c'est comme ça qu'il faut faire ». Non, il faut vraiment travailler avec eux et voir comment, main dans la main, on peut avancer avec les moyens du bord, parce que souvent, ça va les... Et puis, on apprend beaucoup des familles, de tout ce qu'ils ont mis en place avec des systèmes D. Et c'est très, très enrichissant de voir avec pas grand-chose ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, c'est tout ce travail de coordination, tout ça a été dit. Et juste pour vous donner des exemples d'outils, ou ce site internet qui est dédié.
et qui permet aux patients de s'autonomiser et d'être au centre de leur prise en charge. Parce que si on veut vraiment réussir, c'est vraiment dommage d'arriver. Maintenant, on a des groupes de jeunes ados qui ont été scolarisés, qui sont au collège, qui ont des projets professionnels, qui sont en excellente santé, qui font du sport, qui voyagent, qui font du slam, des défilés de mode, et pas pouvoir leur proposer, leur donner les outils d'être autonome. Parce qu'être autonome, c'est pouvoir trouver les outils et se débrouiller tout seul. C'est pas tout savoir-faire. Moi, je suis incapable de réparer un ordinateur ou de changer une roue d'une voiture, mais je sais prendre mon téléphone et d'appeler le garagiste pour venir me sauver la vie si ma voiture est en panne le matin. Et bien, c'est ces outils-là. Et en termes de santé, eh bien, il y a des outils qui sont disponibles qui permettent de pouvoir, c'est quoi, par exemple, bien dormir, comment repérer que je ne dors pas bien, comment dire que... Et ça, c'est grâce à ça qu'on pourra avancer, donner les moyens aux patients de pouvoir s'exprimer et de se prendre en charge, d'être... Alors, voilà, c'est santé très facile. Je sais pas si... j'ai pas mis le lien, parce que j'essaye de faire... Comme je ne suis pas très forte en informatique, je n'ai pas réussi à connecter le site internet pour vous montrer en direct comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est un site qui est d'une grande richesse. Et par exemple, c'est super utile pour nous pour pouvoir mieux communiquer avec les patients. Je vous invite à aller regarder ce site qui est vraiment très bien fait et qui est plein d'outils utiles pour la pratique. Donc en conclusion, je vais surtout laisser aujourd'hui la parole à mes autres collègues. C'est la dernière diapositive. Voilà. Et je crois que vraiment le mot-clé de la journée, c'est vraiment que la prise en charge, elle doit être vraiment fréquente, régulière et systématique tout au long de la vie. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir prévenir, dépister et traiter les pathologies physiques, mais aussi psychiques qui pourraient survenir, éviter toutes les situations de surhandicap et pouvoir mettre surtout en lien les différents correspondants médicaux et paramédicaux, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité, ça ne veut pas dire grand-chose. Si c'est remettre aux patients une liste de consultations pour que les gens se baladent dans l'hôpital avec une fiche signalétique et aillent voir l'ORL, le généticien, le gynécologue, l'endocrino, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment avoir un regard croisé. On peut parler de transdisciplinarité, mais c'est vraiment avoir un regard croisé. Et c'est des choses qu'on a vraiment réussi à faire aujourd'hui sur l'hôpital des enfants, parce qu'on a des petites structures avec des spécialistes qui travaillent ensemble, parce qu'ils sont avant tout pédiatres avant d'être ORL ou généticiens ou endocrinologues. C'est pouvoir disposer sur un même lieu des différents examens paracliniques, mais des différents médecins qui vont parler. C'est parce qu'il suffit de se parler pour avancer. Merci Madame Julia.